Il est 20h30 à Paris, l'heure d'On va plus loin sur France 24 avec ce soir Marc Semo, journaliste, collaborateur au Monde des chroniqueurs à Challenge. Bonsoir à vous. Bonsoir. En face de vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir également. Londres et Paris unissent leurs forces nucléaires prêts à utiliser conjointement l'arme atomique en cas de menace sur l'Europe. Un signal fort envoyé à la Russie, un soutien réaffirmé en tout cas à l'Ukraine. L'Ukraine qui se voit promettre par ailleurs plus de 10 milliards d'euros à la conférence pour la reconstruction à Rome. Marco Rubio a bon espoir qu'un accord de cessez-le-feu puisse être conclu à Gaza, un optimisme déjà vu alors que le Hamas s'est dit opposé à une trêve qui maintiendrait une présence militaire israélienne dans l'enclave palestinienne, alors qu'Israël se dit prêt à négocier un cessez-le-feu permanent pendant une trêve de 60 jours. L'alliance militaire entre la France et le Royaume-Uni se renforce d'un cran. Les deux puissances nucléaires européennes prêtes à utiliser conjointement l'arme atomique en cas de menace sur l'Europe affichaient donc leur pleine détermination à défendre leurs alliés européens, dont l'Ukraine. L'Ukraine qui s'est vue promettre par ailleurs plus de 10 milliards d'euros lors de cette conférence internationale qui s'est tenue à Rome, conférence sur la reconstruction du pays pour 2 jours. Marc, avant de parler de ces annonces franco-britanniques et de cette aide, je voudrais peut-être qu'on revienne sur le terrain. Il y a eu ces attaques de drones russes et de missiles russes et la nuit dernière et la nuit précédente. La nuit précédente, c'était la plus grande attaque en 3 ans et demi de guerre. Pourquoi maintenant ? La Russie fait la pression maximum. À bien des égards, c'est un été qui va être décisif parce que quand même pour le moment, la Russie a à peine gagné moins de 2% de nouveaux territoires par rapport à ce qu'elle contrôlait déjà en 2014. L'économie de guerre tourne, mais elle commence à montrer quand même un certain nombre de signes de fatigue. Il y a quand même les pressions américaines et le risque qu'à la fin Trump finisse par comprendre, y compris sous la pression d'une partie de son opinion publique et y compris sous la pression d'une partie de ses députés, que Poutine c'est quand même pas un chouette gars et que même si voilà, ils en ont un certain lien, il est en train de le balader. Donc pour toutes ces raisons, c'est l'été où il faut que où la Russie pense pouvoir faire le maximum, peut-être avancer un peu, peut-être percer le front, mais c'est fondamental, d'autant que c'est aussi un moment qui est difficile pour les Ukrainiens en termes d'armement, puisque bon, les Américains, alors là, il y a eu des flous, maintenant ils redonnent un peu d'armement et tout, mais ils ont des réserves, mais c'est quand même difficile. En plus, ils produisent d'ailleurs plus de 50% de leurs armes. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que pour Poutine, c'est un peu l'été où il doit essayer d'obtenir un certain nombre de gains fondamentaux. Et le dernier point, ce qui n'est pas le moins important, c'est que c'est une manière de répondre à toute velléité américaine de soutenir plus l'Ukraine. Vous donnez des armes à l'Ukraine, nous on montre qu'on peut bombarder plus, faire plus de dégâts, etc. Et ce sont des frappes qui en plus visent délibérément à terroriser la population. Ce sont souvent des frappes doubles, c'est-à-dire on frappe et quand les secours arrivent, etc. Ou les pompiers, il y a le deuxième missile qui arrive. Gauthier, frapper fort. Pour dire quoi ? Pour dire on ira jusqu'au bout ? C'est le message que veut envoyer Vladimir Poutine ? Oui, c'est à double détente, puisqu'il n'y a pas longtemps, Poutine et même ses sbires avaient dit, au fond, on a tout le temps. Hein. Je pense qu'il faisait aussi allusion au conflit contre les Suédois. Dans quelle guerre ? Est-ce que c'était celle de 30 ans ou autre chose ? Mais il y avait de cet ordre-là en disant, on a mis 21 ans, je crois, à combattre les Suédois, on peut y aller. Et en même temps, il y a ces limites qui sont celles d'une économie russe qui, bien qu'ayant globalement résisté à ce qui se passe, est aujourd'hui à la merci de ruptures, par exemple, de stock en ce qui concerne les pièces de rechange. Ce sont des choses comme ça qui peuvent frapper là aussi, indépendamment, bien sûr, d'autres phénomènes macroéconomiques. Mais là, on voit bien que même dans les domaines, par exemple, de l'armement, où ça tourne à plein régime, on arrive parfois à des impasses de production avec ce qu'on appelle ce fameux cannibalisme dont on pourrait rire si ce n'était pas pour ce cas-là, pour cette occurrence. Vous savez, en Russie, quand il y a un char, par exemple, qui manque de pièces, on va prendre les pièces sur un autre qui est déjà... Qui lui est neuf, pardon, et du coup, vous immobilisez 2 chars parce que ça ne marche pas sur le premier. Donc le cannibalisme, c'est ça, c'est quelque chose qui prouve les ruptures, non seulement de stock, mais les ruptures de production
ou même de productivité. Bon, maintenant, le plus important, c'est ce que disait Marc, c'est la terreur. C'est la volonté d'imposer la terreur. Et ça, jamais on insistera assez là-dessus. Enfin, quand vous voyez des villes, évidemment, et heureusement pas Kiev encore, mais quand vous voyez certaines villes de moyenne importance, et ce qu'il en reste, souvenez-vous de Mariupol, des images de Mariupol, et les autres qui prétendent qu'ils n'attaquent que des objectifs militaires, c'est une infamie. C'est dégueulasse, pardonnez-moi le terme, mais c'est ça qui se passe. Et c'est effectivement, plus on peut viser, plus on peut terroriser, on le fait. Et en même temps, Poutine dit, mais nous sommes les grands frères. Et oui, c'est ça. Et vous souvenez-vous de ce que Zelensky avait dit? Il avait dit, des frères comme ça, on s'en passe volontiers. Alors, il y a eu plusieurs séquences diplomatiques aujourd'hui. Il y a eu cette rencontre en marge de l'ASEAN entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov, mais il y a eu surtout cette coalition des volontaires coprésidée par Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron. On va revenir sur ce tandem franco-britannique avec Hervé Amaurik depuis Londres. Bonsoir à vous, Hervé. On va retenir notamment cette coordination de moyens nucléaires annoncés par Londres et Paris. Un changement de doctrine, on peut le dire, ou pas? Hervé Amaurik, est-ce que vous nous entendez? Vraisemblablement. Absolument, absolument. Oui, je vous demandais, entends. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'un changement de doctrine après cette annonce faite par Paris et Londres? Oui, il y a deux éléments clés, à mon avis, qui qui rendent possible ce changement. D'abord, c'est l'élection, il y a à peu près un an, comme Premier ministre, de Keir Starmer, qui est un centriste et qui arrive au pouvoir avec une majorité écrasante, ce qui lui donne toute latitude pour réformer. Avant même d'être Premier ministre, Keir Starmer, travailliste, conscient de l'état d'enfermement, d'isolement dans lequel Brexit avait amené son pays, est allé faire le tour des capitales européennes pour négocier un rapprochement avec l'Union européenne. Et c'est là qu'il a rencontré notamment Emmanuel Macron et qu'une relation de confiance s'est nouée. Et en fait, on imagine mal un accord comme celui-là, un accord majeur, stratégique comme celui-ci, avec quelqu'un comme Boris Johnson, avec qui la confiance mutuelle n'existait pas. Ensuite, il y a évidemment un changement radical, fondamental, de contexte géopolitique, avec l'arrivée au pouvoir du président américain Trump et la guerre en Ukraine. Et forcé de constater que leur accord militaire d'il y a une dizaine d'années était désormais ne correspondait plus à la situation actuelle, les deux dirigeants ont commencé à travailler. Les relations de travail sont très longues entre les deux pays, sont systématiques, mais pour en arriver à ce niveau-là, il a fallu qu'ils prennent conscience qu'ils avaient besoin de parler d'une seule voix pour pouvoir continuer à faire entendre leur voix face à la Chine, face à la Russie et même aux États-Unis. Avec ces accords de partenariat, Hervé, avec la France, est-ce que, c'est la question aussi qui se pose, est-ce que quelque part le Brexit a encore un sens ? En fait, à travers... Excusez-moi, il y a devant le 10 Downing Street encore de l'animation, alors que le Premier ministre, lui, est parti. En fait, avec le Brexit, l'esprit du Brexit n'est pas du tout celui de l'entente amicale que veut le président Macron, n'est pas celui des accords de Northwood, de la déclaration de Northwood qui vient d'être annoncée. Et il est assez impensable de croire qu'aujourd'hui, un tel accord pourrait se faire sans un changement qui s'est produit depuis le Brexit. En fait,
comme le disait le président Macron, Brexit est devenu un repli nationaliste. Et pour répondre aux questions de journalistes britanniques qui n'étaient intéressés que par la question de la lutte contre l'immigration clandestine, de l'accord sur l'immigration, le président Macron a expliqué que c'est par un vide juridique qu'en fait s'est développé à nouveau et s'est accentuée cette question de migration clandestine transmanche et que par conséquent toutes les étapes de ce rapprochement aujourd'hui vont à l'encontre de ce qu'était le Brexit. Maintenant, reste à savoir ce que les Britanniques sont prêts à faire s'ils veulent accentuer ce rapprochement, s'ils veulent continuer à avancer vers de meilleures relations, non seulement avec la France, mais avec tous les autres pays de l'Union européenne. Merci beaucoup Hervé Amoric depuis Londres. Marc, je vous voyais plutôt sceptique quand il évoquait un changement. Trine Hervé. À la fois, il y a une logique de coopération, elle existait déjà d'un point de vue opérationnel avec les Britanniques. C'est les deux seules armées de l'Europe, avant de l'Union européenne, maintenant de l'Europe, qui ont l'expérience du combat, l'expérience de la projection, l'expérience des opérations extérieures, et on a fait beaucoup de choses ensemble avec les Britanniques. On avait déjà ces capacités de projection d'envoyer une brigade à peu près n'importe où. Une brigade, c'est 10 000 hommes maximum. Là, on est passé à une autre dimension. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron et Keir Starmer ensemble dans cette entente amicale. C'est le nouveau mot, c'est plus l'entente cordiale, c'est l'entente amicale. C'est l'idée de pouvoir projeter, notamment en Ukraine, après un cessez-le-feu, un corps d'armée, c'est-à-dire 50 000 hommes, ce qui est quand même un changement de dimension. Ensuite, il y a un point spécifique qui est celle du nucléaire. Où dire qu'il y a une coopération dans la dissuasion, c'est à la fois un changement et pas un changement. Ce n'est pas un changement parce que ça fait très longtemps que la France voyait cette dissuasion comme une dissuasion. Les intérêts vitaux de la France étaient aussi ceux des pays européens. De Gaulle, déjà en 1964, disait que si l'Allemagne ou la Belgique étaient visées, c'est la France qui l'était aussi. Et donc, ça a été ensuite Hollande, ensuite Emmanuel Macron. Bon, donc il y a cette évidence que nos intérêts vitaux sont aussi ceux de nos partenaires. Ensuite, l'idée d'une coordination, c'est quand même quelque chose, parce qu'évidemment, il est hors de question de faire un partage du nucléaire, de la dissuasion, c'est-à-dire l'ultime décision appartient, pour ce qui concerne la force de frappe française, au chef de l'État, mais effectivement, on peut se coordonner. Ensuite, il y a quand même à la fois un effet de sens, puisque mis ensemble les ogives dont disposent les Français et les Britanniques, on arrive à plus de 500, c'est plus que la Chine, c'est sérieux. Pas négligeable, oui. Ensuite, on est toujours dans ce qu'on appelle la doctrine de la stricte suffisance. Ce n'est pas d'accumuler les ogives, mais simplement d'avoir de quoi causer des dommages inacceptables à un éventuel agresseur. Mais la nature des deux dissuasions sont différentes. C'est-à-dire la dissuasion française est totalement autonome. Celle des Britanniques ne l'est pas. D'abord, ils ont arrêté leur force nucléaire aérienne après la chute du mur. Donc ils ont gardé comme nous 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais y compris sur ces missiles, les ogives sont britanniques, mais les missiles sont faits avec l'aide des Américains. Donc déjà là-dessus, les Américains ont un mot à dire. Et ensuite, pour ce qui est de la dissuasion aérienne, là, ils vont refaire, ils achètent des F-35 pour avoir de nouveau une dissuasion aérienne qui avait été abandonnée. Là-dessus, c'est une double clé avec les États-Unis. Donc c'est quand même très différent de la situation de la France. Reste que c'est quand même symboliquement un énorme pas en avant de dire, voilà, on a cette coordination et on réagira ensemble à des menaces extrêmes. Ça peut impressionner Vladimir Poutine, Gauthier ? Franchement, j'en sais rien. Ça veut dire que si ça l'impressionne, il y a un pan de son esprit qui est accessible à un certain nombre de réalités. Pourquoi pas ? Simplement, ce que je pense par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, à la fois à Hervé ou à Marc, c'est que le concept d'association, on va dire ça comme ça, d'une manière, en l'absence d'autres informations, en l'absence d'autres détails, ce concept est aussi lié à ce que l'on a vu dans l'évolution, puisqu'on parle de la Russie évidemment, de la doctrine russe qui, pendant longtemps, et était sur un plan classique une doctrine qui disait « je réponds, moi Russie, je réponds si on m'attaque ». Quelque chose d'assez clair. Or là, depuis presque le début du conflit, version invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, de plus en plus, on a vu les théoriciens du nucléaire russe dire « nous parlons d'un nucléaire tactique aussi, que nous pouvons employer dans certains cas
dont nous n'avons pas à faire état ici, et qui pourrait être ce que l'on appelle la désescalade par l'escalade. C'est-à-dire on frappe fort d'emblée, en espérant que l'adversaire ou les adversaires se couchent. Et ça veut dire que s'il n'y a plus chez les Russes la position de retenue au préalable, que les Russes se donnent la possibilité d'agir en premier avec... C'est une roulette russe pour le cas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça donne. Vous frappez en premier, en tactique, déjà le tactique ça fait énormément de dégâts. Peut-être sur un territoire plus réduit, mais ça a une capacité de nuisance énorme. Et donc, la question est de savoir si cette réponse franco-britannique, autant c'est vrai qu'en termes d'ogive, elle n'est pas ridicule, mais face à ce qui se dessine côté russe, ou en tout cas qui est évoqué, est-ce que c'est une bonne réponse? Ça, je ne sais pas. Bonne réponse déjà, elle existe. Il y a cette dissuasion. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que Poutine peut nous sembler à bien des égards, à nous occidentaux, déraisonnable dans cette guerre à grande échelle lancée sur l'Ukraine, mais par rapport, y compris à ses objectifs en Russie, il n'est pas irrationnel. Et briser le tabou nucléaire, c'est pas simple. Ils ont eu à un moment la tentation, à l'automne 2022, quand les choses allaient mal, quand les Ukrainiens ont récupéré Kherson, etc., où il y a eu des signaux de la part des Russes comme quoi ils pourraient imaginer justement de faire une frappe tactique sur un endroit plus ou moins désert, histoire de montrer qu'ils ont l'arme nucléaire. Parce que ce qui est quand même significatif dans cette invasion à grande échelle de l'Ukraine, c'est qu'on est passé de ce qui était la sanctuarisation défensive, le truc de base du nucléaire, on touche à mon territoire, je réponds, à une sanctuarisation agressive, c'est-à-dire le nucléaire, l'ombre du nucléaire me sert pour pouvoir lancer une offensive qui n'est pas nucléaire, mais je sais que comme ça, on ne m'attaquera pas, pour faire simple, on ne bombardera pas Moscou comme on avait bombardé Belgrade. Donc, dans cette logique-là, les Russes ont à un moment eu cette tentation en 2022. Il y a eu des signaux très forts qui sont venus de l'administration Biden, qui auraient des frappes massives non nucléaires mais conventionnelles, mais qui détruiraient tous les centres de commandement, etc. Ils ont fait marche arrière. Les Chinois aussi ont fait pression sur le Kremlin pour ne pas avoir recours à l'arme nucléaire. Donc on est dans un entre-deux, mais effectivement, il y a toujours, à chaque moment un peu plus difficile, cette ombre du nucléaire qui revient, des menaces agitées, rarement par Poutine. Si vous regardez attentivement, en général, c'est Medvedev ou des histrions du même genre qui promettent de raser Paris, Londres, Washington. Voilà. Mais l'ombre est là. Et dans cette logique-là, la dissuasion française et britannique n'est pas négligeable. Elle montre qu'elle peut causer des dommages inacceptables si on l'attaque. Vous remarquerez d'un mot que la dissuasion nucléaire, au fond, n'a pas grand effet ou grande pression ou prise sur ce qu'est le conventionnel. C'est-à-dire que, imaginons qu'il n'y ait aucune puissance dans ce cadre-là qui soit nucléaire, probablement que l'affaire aurait été pliée par les armes conventionnelles. Simplement, là, on voit bien que cette présence du nucléaire est... C'est ça d'ailleurs son but. Elle gèle les positions. Elle gèle aussi des résolutions de conflits parce que précisément tout le monde se tient par la gorge avec le nucléaire. Alors il y a une autre séquence diplomatique, je le disais, c'est aussi cette rencontre en marge. En marge d'une réunion de l'ASEAN entre Sergueï Lavrov et Marco Rubio. Marco Rubio qui dit, donc le chef de la diplomatie américaine, qui dit que son homologue russe lui a parlé d'une nouvelle idée pour l'Ukraine, pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Nouvelle idée, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, il faut demander à M. Lavrov. Pour le moment... On a du mal à comprendre effectivement ce qu'on entend par là. Les Russes sont dans une situation où à la fois ils ne veulent pas un clash ouvert avec l'administration Trump, parce qu'effectivement on peut imaginer que Trump, qui est un sanguin, imprévisible, en témoigne ces termes pourrait à ce niveau-là dire vraiment j'en ai ras-le-bol de ce type mais je m'engage, il ne faut pas oublier quand même qu'Obama avait toujours refusé de livrer des armes américaines à l'Ukraine et que c'était avec Trump que les Ukrainiens ont reçu leurs premiers missiles solaires, leurs missiles anti-chars, etc., qui ont été d'ailleurs très importants au moment de l'invasion à grande échelle. Donc les Russes font très attention à ne pas énerver trop Trump et continuent à dire nous on est pour des négociations de paix, mais il faut toucher au fondement même de cette crise. Bon, c'est la ritournelle habituelle, la menace de l'OTAN, etc., etc. Donc je ne sais pas moi quelle est cette nouvelle idée sur l'Ukraine. Juste une dernière chose, quand même dans ces derniers
dernier discours, Poutine a dit « Les Ukrainiens et les Russes ne forment qu'un seul peuple », ça veut dire clairement on occupe l'Ukraine. Oui, alors je ne sais pas, on pourrait dire un dispositif pour repérer et détecter les nazis présents à Kiev. Vous voyez, il y a effectivement, moi je suis d'accord, il y a la rationalité de Poutine qui est sa rationalité. Mais cette même rationalité est empreinte d'affect aussi. D'ailleurs, qui n'a pas ces affects? Simplement, là, ils ont... Vous savez, ce que Poutine dit souvent à propos des Russes, et là, c'est lui qui s'inspire de l'histoire, il dit « Les Russes ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont le dos au mur ». Et évidemment, la référence, c'est celle de Moscou qui brûle devant les troupes napoléoniennes. Donc, est-ce qu'il y a cette tentation de... Certains l'ont. La tentation jusqu'au boutiste, quoi qu'il arrive, mieux vous mourir les armes à la main que être soumis. Mais dans l'esprit de Poutine, il faut à la fois voir les deux. C'est-à-dire, d'une part, c'est quand même celui qui a dit « je renverse la table » en pensant que les Occidentaux ne bougeraient pas, mais quand même qui a pris un risque, on le voit, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la situation économique. En a-t-il vraiment cure de cela? C'est ça le problème. Tant que ça alimente la machine de guerre, c'est important, donc il faut que ça marche. Mais si c'est quelque chose qui nuit uniquement à la société russe, je ne suis pas persuadé que ça le dérangerait beaucoup. Donc là, sur la question de l'idée nouvelle, vous savez aussi que pour les Russes, et là, c'est compliqué, parce qu'il faut donner l'impression qu'ils ont l'initiative. Puisque l'initiative aussi, c'est parfois des mots. C'est quand Trump dit Poutine raconte que des conneries. Oui. Ça a l'air de rien, effectivement, puis c'est à l'emporte-pièce et même infantile, mais c'est une forme d'initiative. Donc, l'autre répond, attendez, j'ai quelque chose dans ma besace, vous allez être surpris. Et puis un dernier point là-dessus, il faut aussi, malgré tout, qu'il puisse afficher une victoire. Oui. Parce que pour le moment, donc, plus de 200 000 morts. Oui. Donc même pas 2% de territoire en plus par rapport à 2014. La Baltique, qui est devenue un lac otanien depuis que la Finlande et la Suède ont adhéré à l'OTAN, et la mer Noire, qui est aussi de la même manière quasiment un lac otanien. Donc le bilan stratégique et géopolitique de cette guerre est absolument calamiteux pour Vladimir Poutine, même s'il arrivera à la fin, plus ou moins, à garder le contrôle des 4 oblasts de l'Est de l'Ukraine, qui n'a même pas réussi militairement à conquérir entièrement. Je voudrais, pour les quelques minutes qui nous restent, qu'on en revienne à cette autre actualité qui nous est parvenue en début de soirée, l'arrestation de Lennart Monterlo, confirmée par Téhéran, ce cycliste franco-allemand de 18 ans, dont on était sans nouvelles depuis la mi-juin. La diplomatie iranienne assure qu'il a commis un délit sans pour autant donner davantage d'informations. Le Quai d'Orsay est en contact avec les autorités iraniennes. À l'instant, François Bayrou, le Premier ministre, appelle Téhéran, je cite, à ne pas persécuter des innocents. Marc, c'est d'autant plus inquiétant que ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a l'Iran, ce régime affaibli après cette guerre de 12 jours, ils ont perdu une bonne partie de leur programme nucléaire, toute leur défense antiaérienne ont été dévastées, ils ont perdu énormément de cadres dirigeants. Le régime se durcit et il utilise, parce que c'était, s'il en fallait une nouvelle preuve, un État terroriste, au sens premier du terme, au sens où les Jacobins avaient employé le mot pendant la Révolution française, donc ils prennent des otages. Et il y a effectivement ce jeune cycliste franco-allemand. Il y avait un autre Allemand qui faisait du vélo, juif, qu'ils ont pris en otage et qu'ils accusent... D'avoir diffusé d'avoir pris des photos et de les avoir communiquées au de voilà. Ensuite, il y a un couple de Britanniques. Donc d'abord, ça prouve qu'il ne faut absolument pas aller en Iran, comme le dit le Quai d'Orsay, qu'on est occidental. Et c'est extrêmement inquiétant parce qu'effectivement, ils utilisent ça comme dernière carte pour faire pression sur les Occidentaux à un moment où les négociations sur le programme nucléaire vont peut-être se réouvrir et où il y a le risque du snapback et du rétablissement des sanctions contre Téhéran s'ils ne jouent pas le jeu. Et à un moment aussi où Cécile Collère et Jacques Paris ont été inculpés et risquent eux aussi la peine de mort. Comme dit Marc, il ne faut pas aller en Iran. Non, pardonnez-moi, mais je crois aussi que c'est très important que dans une époque où on doute de tout, où on remet en question tout, d'ailleurs dans un but différent, qui est de dire la prochaine fois, la vérité, ça sera la seule et ça sera la mienne. Ça, c'est un autre côté. Mais le fait de remettre en cause des difficultés ou des situations de conflit ou des situations de danger extrême,
ça fait malheureusement partie de ce qu'on vit, c'est-à-dire cette relativisation par rapport à des choses. On dit mais non, c'est pas si grave. Alors je fais l'avocat du diable là, en l'occurrence, mais c'est vrai, il faut penser à ces choses-là. Ça n'est pas n'importe quoi de dire tel pays est un pays terroriste ou c'est un pays dangereux. Il faut avoir ça en tête et c'est pas forcément la remise en cause de ces choses-là qui apporte du mieux. Et ce sera le mot de la fin. Merci Gauthier Rybinski. Merci également à Marc Semo pour On va plus loin, c'est fini. Mais l'essentiel continue. On revient, ce sera beaucoup plus léger à 21h sur la victoire du PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. 4 buts à 0 contre le Real Madrid. A tout de suite.